Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par l'Association française d'agronomie en partenariat avec l'Association française pour l'étude du sol. On va gentiment attendre que tous les participants nous rejoignent. Alors, on est aujourd'hui avec Antoine Messéan, président de l'AFA, Vincent Bustillo, qui est maître de conférence en éco-hydrologie à l'IUT d'Auch, qui fait aussi partie du CESBio, le Centre d'études spatiales de la biosphère, et qui va notamment nous représenter des données du projet Bagage. En préalable, on voulait vous représenter le cadre dans lequel s'inscrit ce webinaire. Donc, comme vous le voyez, c'est un des webinaires préalables au débat agronomique 2022, donc organisé par l'AFA en partenariat avec l'AFES, qui se tiendra le 17 mars prochain, et qui part d'un constat qui est que la disponibilité en eau pour les cultures est modifiée par un premier driver que tout le monde a en tête, qui est le changement climatique en cours, qui amène notamment à des épisodes d'excès d'eau, des épisodes de sécheresse et une répartition des apports en pluviométrie qui est plus hétérogène. Donc ça, c'est un des premiers facteurs de changement, de modification de la disponibilité en eau. Le second étant une évolution des systèmes de culture, donc vers des systèmes de culture plus agroécologiques, avec relativement fréquemment un moindre travail du sol, en tout cas des questions à ce niveau-là. Une couverture végétale qui est plus importante au sens où il y a souvent plus de couverts d'interculture, que ce soit des cives ou des couverts réglementaires. Et on a aussi des nouvelles espèces cultivées qui peuvent, dans certains cas, poser des questions. Donc ces deux causes de changement nous amènent à nous poser la question du débat agronomique 2022, au sol et changement climatique, quelles implications pour les pédologues et les agronomes. Donc, il se tiendra le 17 mars prochain à AgroParisTech à Paris, et aussi en ligne, donc avec une rediffusion en direct. En préalable de cette journée, on souhaitait vous présenter des webinaires qui approfondissent un peu les facteurs de changement. Donc aujourd'hui, avec Vincent Bustillo sur moins de travail du sol, plus de couverture végétale, quels effets sur le stockage et la circulation de l'eau dans les sols. Et les deux prochains vendredis, le 4 mars sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau en France, et le 11 mars avec deux coopératives qui viendront témoigner, la SCAEL en Centre-Val de Loire et les vignerons du pays dans ses runes, dans le sud de la France, dans le Languedoc. Donc aujourd'hui, pour illustrer cette question de changement, d'évolution des systèmes de culture et du coup de changement de la disponibilité en eau, donc on a Vincent Bustillo, du CESBio et de l'IUT d'Auch, qui nous présente des résultats issus notamment du projet Bagage, qui s'est déroulé de 2016 à 2021 et dont les résultats sont en cours de valorisation, et à qui je passe tout de suite la parole. Merci Jérôme, bonjour à tous. Merci déjà de me donner l'opportunité de présenter les résultats de ce projet. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, dernier petit rappel pendant que tu partages ton écran, vous pouvez, via l'onglet discussion en bas, dire bonjour aux participants et échanger des informations. Pour toutes les questions posées à Vincent qui interviendront dans la dernière demi-heure à peu près du webinaire, merci d'utiliser l'onglet Q et R, questions et réponses, qui permet de regrouper toutes les questions au même endroit. À toi la parole, Vincent. Merci. Donc, il s'agit ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui a été financé notamment par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et par la région Occitanie, et qui s'intitule Bagage, et qui porte notamment sur l'évaluation, l'objectivation de l'intérêt de pratiques agroécologiques pour gérer des problématiques environnementales de différentes natures. Donc, c'est un projet qui regroupe un grand nombre de structures, notamment l'INRAE, qui pilotait le projet, le CESBio, différentes structures en agrofourniture, des coopératives, des chambres d'agriculture, etc.
L'enjeu territorial, il se décline de deux manières différentes. Il y a un aspect quantitatif, c'est-à-dire essayer d'objectiver le fait que les mesures agroécologiques permettent de mieux maîtriser les transferts d'eau et d'éviter des apports d'eau importants sous forme de ruissellement dans les cours d'eau. Il y a un deuxième aspect qui est plus qualitatif, lié notamment au fait que certaines masses d'eau dans le sud-ouest de la France sont en mauvais état, au sens des CE. C'est notamment lié à l'érosion par le phénomène de colmatage des fonds par des particules fines, des argiles et des limons, et par le fait que ces fines vont transférer des polluants de différentes natures qui vont dégrader la qualité des eaux. Donc la question, c'est de savoir, d'objectiver plutôt le fait que les pratiques agroécologiques sont de nature à favoriser l'infiltration et la rétention des eaux et donc à contrer les effets délétères que je viens de décrire. Alors un exemple, ça c'est issu d'un rapport d'étude sur l'érosion qui a été développé par le SAGE Institution Adour. Donc, il permet de voir qu'à l'échelle d'un paysage agricole, dans les Landes, on a de l'érosion concentrée qui occupe des surfaces extrêmement importantes et qui amènent des transferts de sédiments importants dans les milieux récepteurs. Donc, le projet Bagage, il vise à comparer trois modalités de pratiques agroécologiques: agriculture de conservation avec l'absence de travail du sol et semi-direct, des rotations et des cultures intermédiaires multiservices, et puis des parcelles en agroforesterie, avec différentes idées préconçues sur l'intérêt d'avoir des cultures intermédiaires, de ne pas labourer le sol, qui sont déclinées en dessous, mais sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, le projet Bagage en lui-même, il était composé de trois groupes de tâches. Le premier groupe de tâches que je vais décrire plus précisément, qui porte sur l'analyse des processus à l'échelle de la parcelle agricole. On a travaillé sur 16 parcelles partagées sur 11 sites et qui visaient à faire des mesures sur la physique des sols, sur le développement des cultures, sur la biologie des sols également, de manière à pouvoir documenter certains processus. Le groupe de tâches 2 portait plus sur des approches territoriales, où on se plaçait à l'échelle d'un bassin versant, en utilisant notamment la télédétection pour cartographier et caractériser les couverts végétaux, ou utiliser la modélisation pour évaluer différents scénarios de mise en place de pratiques agroécologiques et voir l'impact sur les transferts de nitrates, notamment sur le bassin d'Oradé dans le sud-ouest. Et puis un troisième groupe de tâches sur des aspects plutôt technico-économiques pour évaluer la performance des systèmes et de pratiques à l'échelle de l'exploitation agricole avec différents outils. Donc, on va se concentrer plus particulièrement sur le GT1. L'objectif, c'était de pouvoir documenter les 4 grandes fonctions écologiques d'un sol, à savoir la transformation du carbone, la régulation des populations, notamment par le contrôle des bioagresseurs, le recyclage des nutriments, avec un focus particulier sur l'azote, et la maintenance de la structure du sol avec des effets sur le tassement, la rétention en eau, l'érosion. Et donc, dans le cas du GT1, je vais vous présenter plus particulièrement les résultats qui concernent la maintenance de la structure du sol en lien avec les pratiques agroécologiques. Donc, la structuration du groupe de tâches s'appuie finalement sur les différentes fonctions écologiques que je viens de décrire. Et donc, on va se focaliser sur la tâche 2, qui porte sur la détermination des propriétés physiques en lien avec la mise en place de pratiques agroécologiques. Le projet a été décliné sur 16 sites, enfin 12 sites plus particulièrement, dont 5 qui sont des sites avec des parcelles qui ont on peut comparer des systèmes en agroécologie et des systèmes conventionnels labourés. Ça correspond au rond orange. Et puis, le complément, c'est-à-dire 7 sites où on a uniquement un système en agroécologie. Donc, c'est réparti dans tout le sud-ouest de la France, dans différents contextes, avec différentes problématiques d'hydromorphie, d'érosion, de disponibilité en réserve en eau. Et on a une parcelle qui est située dans la Vienne sur des renzines. Voilà, donc on a une grande diversité de sites qui répondent à différentes problématiques. Les suivis réalisés, là, pour aller vite, ça correspond essentiellement à des suivis météorologiques.
donc sur des paramètres classiques. Et puis dans le sol, la mise en place de sondes capacitives pour mesurer des profils d'humidité, des profils de température, et dans l'atmosphère, des mesures de rayonnement, à la fois du rayonnement solaire et du rayonnement infrarouge. Ce projet a fait l'objet de prélèvements. Donc, il a fallu prélever des échantillons au champ pour évaluer les propriétés hydriques, à la fois physiques, chimiques et biologiques. Et notamment, un des aspects importants, c'était de pouvoir préciser la densité apparente des sols à différents moments de l'année en comparant différents systèmes. Donc, voilà un exemple d'échantillonnage. Ces échantillons ont ensuite été acheminés au laboratoire pour réaliser différents tests, notamment des courbes de rétention. Donc là, je l'ai précisé ici, c'est 731 échantillons qui ont été traités sur l'ensemble des sites et qui permettent donc de tracer de déterminer des courbes de rétention et ensuite qui sont modélisées avec des fonctions adaptées, notamment des fonctions de Van Ginnerten. Donc là, ici, par exemple, vous avez des presses de Richards, toute la méthodologie qui permet d'évaluer la réponse entre le lien entre humidité et potentiel matriciel des sols. Il y a également des tests qui ont été faits au champ, et notamment des mesures avec l'infiltromètre à disque pour mesurer la perméabilité des sols avec différents niveaux de potentiel matriciel. Ces tests infiltrométriques, donc on en a fait 1072 avec différents niveaux de succion. En gros, c'était entre saturation jusqu'à 10 cm de succion. Donc ça, c'était dans le cadre de l'infiltrométrie à disque à différentes profondeurs. Et des tests plus basiques, type Birkan ou double anneau. Voilà. Il y a également eu des tests d'érosion que je vais évoquer très rapidement parce que j'ai préféré me focaliser sur les aspects hydrodynamiques, mais avec un focus sur la stabilité structurale qui me semble apporter des éléments intéressants sur le bien fondé de pratiques agroécologiques pour maîtriser les problématiques d'érosion. Et puis enfin, on a réalisé des mesures de concentration en gaz dans le sol, avec des profils d'oxygène notamment, et des mesures de flux de CO2 à la surface sur une dizaine de dates par année. Voilà, donc au niveau des résultats, donc on va distinguer deux niveaux de résultats. Le premier, c'est les propriétés de rétention des sols. Et puis le deuxième, ça va être plutôt la circulation de l'eau dans les sols, la redistribution à la fois latérale et verticale. Donc en termes de courbe de rétention, là je vous ai représenté un exemple particulier. Donc c'est une parcelle en Blueben, donc des luvisols, avec des problématiques de battance, d'hydromorphie pendant l'hiver et de manque d'eau pendant l'été, avec un horizon textural. Et là, on peut comparer la relation entre l'humidité volumique et l'EPF. Donc rapidement, on peut identifier les trois humidités caractéristiques à saturation, à la capacité au champ et au point de flétrissement permanent. Et de là, en déduire des variables intéressantes, notamment comparer les réserves utiles par différence entre humidité, capacité au champ, point de flétrissement permanent, et puis évaluer également le volume des macropores. Voilà, donc ça a été fait à différents moments, au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Ces différents résultats qui ont été collectés en 731 points nous ont permis de caler des fonctions de pédotransfert de différentes natures. J'en présente quelques-unes, mais ça a été fait de manière automatique sur l'ensemble des paramètres, notamment l'humidité, plutôt le volume macroporal, qui correspond à la différence d'humidité entre PF0 et PF2, et qui nous permet d'avoir des fonctions de pédotransfert avec avec une qualité qui est tout à fait satisfaisante, aussi bien en calibration qu'en validation. Donc on a globalement les mêmes paramètres qui ressortent, quelle que soit la période et quel que soit le système concerné. Donc CONV, ça correspond au système conventionnel labouré. CA, agriculture de conservation, parcelles avec des mesures agroécologiques. Et j'ai identifié par des couleurs différentes ce qui relève spécifiquement des parcelles en agroécologie, et en orange ce qui relève finalement de la période. Voilà.
Si on compare les systèmes, eh bien, la première chose qu'on voit, en fait, c'est traduire les équations sous forme graphique. Donc, en prenant un exemple particulier, qui est l'exemple des Lubisols dans le Gers, et on s'aperçoit qu'on a des différences assez importantes en termes de volume macroporal, avec un volume macroporal bien plus fort sur les parcelles labourées suite au labour que sur les parcelles en agriculture de conservation, ce qui n'est pas révolutionnaire. Aussi bien à 0,5 cm, mais aussi à 5-10 cm. Un élément qui est plus marquant, c'est une augmentation du volume microporal, c'est-à-dire pour des niveaux de PF supérieurs à 4,2 dans le cadre des sols en agriculture de conservation. On a un doublement, voire un triplement de ce volume microporal qu'on peut attribuer à de la porosité intra-agrégat. Donc, on verra les conséquences que ça a par la suite. Et lorsqu'on se place en dessous de 10 cm, de 10 à 50 cm, on a globalement les deux courbes qui convergent et qui, pour des raisons différentes d'ailleurs, mais finalement qui présentent les mêmes relations entre humidité volumique et PF, et potentiel matriciel. Maintenant, si on compare les différents niveaux de profondeur, donc chaque graphique correspond à un système et on va comparer les 4 profondeurs qui ont été investiguées, eh bien, ce dont on perçoit, si on se positionne entre PF2,5 et PF3,5 pour l'encadré vert, eh bien, on a des courbes qui ne sont pas du tout parallèles. Notamment, on s'aperçoit qu'en dessous de 10 cm, donc au-delà de 10 cm, on a une perte du volume mésoporal. Et on a une pente qui est bien moins forte. On a donc un volume disponible qui diminue, ce qui pourrait être lié au tassement naturel du sol. Et on a un volume macroporal qui est représenté ici par les flèches bleues, qui est globalement préservé. Sur les parcelles labourées, au contraire, on a une perte du volume de macropore. On voit que les courbes se croisent au-delà d'une profondeur de 25 cm. Donc, on a quelque chose de très différent, certainement lié à la semelle de labour, certainement lié au fait que ces sols ne sont pas régénérés par le travail mécanique ni par la biologie, par les racines, ce qui fait que finalement, on perd du volume macroporal et on a un volume de mésopore entre PF2,5 et PF3,5, disons, qui est globalement préservé. Un dernier aspect concernant ces courbes de rétention, c'est l'hystérèse, c'est-à-dire c'est c'est plutôt faire la démonstration que lorsqu'un sol s'assèche ou lorsqu'il s'humidifie, eh bien, ça renvoie des réponses qui sont tout à fait différentes. En l'occurrence, c'est le cas. Là, ce qui est représenté par du trait plein, ça correspond aux phases d'assèchement qu'on voit ici, et les traits pointillés, ça correspond aux phases d'humectation. Voilà. Et puis, vous avez des couleurs différentes selon qu'il s'agit de parcelles en agriculture de conservation ou de parcelles labourées. Là, ce qu'on peut noter, le point 1, eh c'est qu'on a a priori donc une mise en charge hydraulique qui est relativement précoce sur les systèmes en agriculture de conservation. Même lorsqu'on est loin de la saturation, en fait, et lorsqu'on est en phase d'humectation, on se retrouve avec des potentiels matriciels qui sont très bas. Voilà. Avec une différence qui me paraît assez significative entre les deux systèmes. Et dans la phase d'assèchement, on a des profils qui sont très différents, notamment un plus grand potentiel de remontée capillaire pour le système d'agriculture de conservation, qui se traduit par le fait que lorsqu'on diminue très légèrement l'humidité à proximité de la saturation, eh bien, on a une évolution très forte du PF. Ce qui fait qu'on a un domaine de franges capillaires qui est important. Et ça se traduit également par une plus forte sorptivité en système d'agriculture de conservation, c'est-à-dire une plus grande capacité à capter, à infiltrer les eaux de pluie lorsqu'on a des intensités de pluie élevées. Je vous lance un petit souci technique. On voit ta barre d'outils Zoom en bas de l'écran. Ouais, je ne sais pas comment la sortir. Je vais peut-être essayer d'arrêter le partage et de le recommencer. Ouais, ok. Hop, et je recommence le partage. Je vais le mettre en mieux. Et donc, oui, il y a donc un impact dans cette phase d'assèchement, a priori sur la capacité qu'ont les systèmes à tirer profit de remontée capillaire,
et une meilleure résilience face aux pluies de forte intensité. Ce qu'on peut noter aussi de manière plus macroscopique, c'est que si on compare les phases d'assèchement et les phases d'humectation, il y a une hystérèse qui est plus marquée pour le système agriculture conservation. Voilà, donc si on compare les deux, on voit que finalement, en agriculture conservation, on a des réponses qui sont très, très différentes selon que le sol s'assèche ou s'humidifie. Il y en a quelque chose d'un peu plus convergent, notamment sur les niveaux de saturation élevés dans le cas des systèmes labourés. On verra pourquoi, notamment rattacher ça à la structure des sols et à leur hydrophobicité. Alors, en termes de capacité de rétention, finalement, une fois qu'on a exploité ces résultats, on peut voir que la capacité qu'ont les sols à retenir l'eau, et en tout cas le potentiel de rétention d'eau qui va permettre aux plantes d'exploiter une ressource dépend de 3 leviers. Le premier, c'est le réservoir utilisable, donc la capacité de rétention en eau, où là, on a comparé, on a essayé de standardiser sur une réserve utilisable sur les 50 premiers centimètres, en intégrant la différence d'humidité à capacité au champ au point de fraîchissement sur ces 50 centimètres. Et on a ici le résultat qui est représenté par tranche de sol pour l'ensemble des parcelles étudiées. Et donc, en faisant la distinction entre les sols limoneux à gauche, les sols argilo-limono-sableux au milieu et plutôt les sols argilo-calcaires à droite. Mais ce qu'on peut noter, c'est que globalement, les parcelles en agriculture de conservation présentent une taille de RU qui est de 10 à 15% supérieure sur les horizons de surface, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui n'est pas énorme non plus. Par contre, cet avantage, il n'est pas vraiment observé en profondeur, même des fois, il peut s'inverser. Voilà. Si on veut aller un petit peu plus loin sur l'exploitation de ces données, on va essayer de voir dans quelle mesure, finalement, si on se place sur des niveaux plus profonds, donc si on prend en compte véritablement le volume qui est prospecté par les racines, quel niveau de réserve utile on obtient. Donc, c'est la vraie définition de la réserve utile en intégrant depuis la surface jusqu'à la profondeur explorée par les racines. Donc, une manière de faire, c'est d'utiliser des tests pénétrométriques. Donc, notamment, ça a été fait dans le cas des racrysols dans le Béarn, où on peut noter dans le cas de parcelles labourées la présence de semelles de labour, mais avec des niveaux de résistance pénétrométrique qui dépassent jamais 1,5 mégapascal, qui est un petit peu la limite à partir de laquelle on commence à avoir des limitations au développement des racines. En agriculture de conservation, par contre, on a des phénomènes de tassement qui sont observés, tassement naturel du sol, par le fait que la porosité n'est pas régénérée par le travail du sol, elle est un petit peu régénérée par les racines. Et on voit que dès 10 cm, à ce niveau-là, on obtient des niveaux de résistance pénétrométrique qui sont a priori limitants pour le développement des racines. Les observations qui ont été faites sur le terrain, notamment les observations de profils racinaires, qui n'ont pas été formalisées et quantifiées, permettent néanmoins de s'apercevoir qu'on a des racines jusqu'à des niveaux relativement profonds, y compris sur des parcelles où on a des duretés de sol importantes. Donc, ça fait partie des choses véritablement à consolider par une approche quantifiée des profils racinaires. Le troisième levier pour la rétention en eau, c'est la manière dont l'eau se redistribue dans le sol, avec l'idée notamment que lorsque l'eau se redistribue efficacement dans le profil de sol, ça va permettre de soustraire une partie de l'eau de surface qui ne sera pas soumise à une évaporation, à une perte inutile par demande d'évaporatoire. Une manière d'aborder la question, c'est d'exploiter la conductivité hydraulique à saturation des sols. Et là, on s'aperçoit que selon les systèmes, donc là, en fait, on a les bandes blanches correspondent aux parcelles labourées, les parties grisées au système d'agriculture de conservation. On a les différents niveaux de profondeur. Et donc, sur 3 types de sols, l'uvisol dans le Gers, un racrysol en Pyrénées-Atlantiques, un autre luvisol sur les terrasses du Tarn. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que globalement, on a des systèmes avec des systèmes d'agroécologie avec des conductivités à saturation qui sont bien meilleures, entre 2 et 3 fois supérieures que sur les parcelles labourées, en moyenne sur l'année. Ponctuellement, après le labour, on a des niveaux de perméabilité qui sont très bons en labour, mais cet avantage est perdu assez rapidement. Et si on compare, là, ce qui est le cas ici avec les encadrés verts,
la période printanière et la période automnale, on a une diminution de la perméabilité qui va jusqu'à un facteur 5 ou un facteur 10. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir des niveaux de perméabilité qui engendrent, qui sont compatibles avec l'apparition de ruissellement et qui peuvent amener des phénomènes d'engorgement. Et par contre, en agriculture de conservation, on a une vraie stabilité temporelle de la perméabilité tout au long de l'année. Donc, ces données, donc, je vous ai dit un peu plus de 1070 perméabilités qui ont été faites avec un infiltromètre à disque à différents niveaux de succion, ont permis de caler des fonctions de pédotransfert, notamment sur la perméabilité à saturation. Donc, je ne vais pas détailler les équations. Enfin, c'est le résultat de traitements statistiques pour identifier les variables et les interactions de variables les plus performantes. Et donc, on arrive à des équations de pédotransfert qui sont relativement efficaces, différenciées selon le système considéré, et avec des niveaux de performance qui sont tout à fait satisfaisants, de l'ordre des R carrés, autour de 0,5 en calibration, autour de 0,4 en validation. Mais quand on voit la distribution des niveaux de perméabilité, la variabilité inter-résidu, enfin plutôt inter-réplica, voilà, on peut considérer que le résultat est vraiment très satisfaisant. Si on traduit ces équations sous forme de surface de réponse, eh bien, on a par exemple, en conventionnel, une parcelle à pH 6 avec 45% d'argile. Eh bien, vous voyez qu'on a des réponses très différentes selon qu'il s'agit de systèmes labourés ou de systèmes en agriculture de conservation. Donc, les principales variables de contrôle, c'est la densité apparente. Évidemment, plus la densité apparente est forte, plus la perméabilité hydraulique est faible. Et puis, c'est la profondeur. De la même manière, on va avoir une meilleure perméabilité en surface qu'en profondeur. Voilà, de la même manière que pour les courbes de rétention, on a des phénomènes d'hystérèse avec deux éléments principaux. Le premier, c'est que lorsque on s'écarte de la saturation en phase d'assèchement, mais très rapidement, les écoulements s'interrompent. On voit, on a quelque chose de une réponse quasiment verticale, aussi bien en conventionnel qu'en non-labour. Et puis, dans la phase d'humectation, on a l'apparition d'écoulements, en tout cas une perméabilité, une compétence pour les écoulements hydrauliques qui apparaissent alors qu'on est encore loin de la saturation. Vous voyez ici, par exemple, sur la phase d'humectation, en agriculture de conservation, on arrive à des niveaux de perméabilité de l'ordre de 10 mm par heure, alors qu'on est à quasiment avec un différentiel de 15% pour arriver à saturation. Donc, on a une mise en place, une mise en charge hydraulique qui est relativement précoce. C'est certainement lié au fait qu'on a une porosité biologique tubulaire qui permet à l'eau de s'écouler efficacement quand même le bidon n'est pas saturé. Voilà. Donc, je vous ai mis un exemple particulier, mais c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des sites qu'on a étudiés. Donc, pour voir ça de manière un petit peu conceptuelle, sur une parcelle labourée, on va avoir des transferts qui vont se faire à travers les macropores d'une manière qui est très efficace, mais par contre, on a une connectivité entre ces macropores qui peut être parfois perturbée, enfin, qui est limitée par des resserrements hydrauliques qui empêchent l'eau finalement de réalimenter la profondeur. Ce qui fait que, voilà, quand on mesure les niveaux d'oxygène, on a une vraie différence entre les horizons de surface et les horizons de profond, et notamment des niveaux d'oxygénation qui peuvent être limitants, qui peuvent amener des problèmes d'anoxie sur les horizons les plus profonds, des 30 cm, sur les parcelles labourées. Par contre, en agriculture de conservation, on a une circulation de l'eau verticale qui est bien meilleure, peut-être une circulation latérale, j'y reviendrai, qui est peut-être un petit peu perturbée, et ce qui permet d'avoir une bonne diffusion, enfin, un bon transfert d'eau et un bon transfert de gaz, et un niveau d'oxygénation dans le milieu qui est relativement bon sur l'ensemble du profil. Voilà. Donc, le volume macroporal, évidemment, en surface, il est meilleur sur les parcelles labourées. Par contre, la connectivité entre macropores est bien meilleure en système en agriculture de conservation. On le voit parce que simplement, en agriculture de conservation, on a moins de macropores et pour autant, on a une meilleure conductivité hydraulique, ce qui traduit le fait qu'on a une meilleure connectivité. Et puis en profondeur, on a un volume macroporal qui est globalement préservé par l'action des vers de terre, de la faune du sol, en agriculture de conservation, alors qu'il est largement réduit sur les systèmes labourés, notamment par le fait de la semelle de labour et par le fait qu'il n'y a pas forcément une densité de faune qui permet de restaurer ce volume macroporal.
Alors, quelles sont les conséquences d'un point de vue fonctionnel? Donc, il y a quatre conséquences que je décline en trois niveaux. Des conséquences sur le transfert de gaz, des conséquences sur les transferts d'eau, notamment sur les transferts latéraux et verticaux, et des conséquences sur la phase solide et notamment la stabilité structurelle des sols, que je vais mettre en lien avec la sensibilité à l'érosion. Alors, ici, donc, je vous montre deux graphiques qui illustrent l'évolution de la teneur en oxygène dans le sol à différents niveaux de profondeur. En haut, c'est pour un système d'agriculture de conservation. En bas, c'est pour une parcelle labourée. Ce qu'on peut noter ici, c'est qu'on a un bon niveau d'oxygénation sur l'ensemble du profil, à quelques exceptions près sur la parcelle d'agriculture de conservation, ce qui traduit certainement une meilleure connectivité macroporale, comme je l'ai indiqué dans la diapo précédente. On a l'apparition de stress anoxique à ce niveau-là, qui peut durer plusieurs jours, et donc qui peut amener des anoxies racinaires et une diminution du potentiel agronomique. Voilà, et c'est certainement lié au fait que les macropores sont faiblement interconnectés et privés d'oxygène en profondeur par le fait de cette moindre connectivité. Donc ce schéma-là, on peut le compléter. Donc lorsque le milieu se sature en eau, eh bien, on va avoir une saturation du milieu qui ne va pas forcément réalimenter les horizons profonds par le fait d'une mauvaise connectivité entre macropores, entre la surface et la profondeur, donc avec des différences notamment sur l'oxygénation du sol, ce qui n'est pas le cas en agriculture de conservation. Si on considère la parcelle en labour, par exemple, dans le cas où on va faire une fosse pédologique, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on fait une fosse pédologique, lorsque le milieu est saturé en eau, on a des écoulements latéraux qui se mettent en place, ce qui traduit en fait un fonctionnement hydrologique avec une composante latérale importante, et qu'on peut voir sur cette vidéo. Donc à gauche, une fosse pédologique sur une parcelle en agriculture de conservation. À droite, la parcelle adjacente qui a été labourée, et lorsque ce sol est saturé en eau, on voit des écoulements qui se mettent en place, qui se perpétuent sur la parcelle labourée. Voilà. Donc ça, d'un point de vue bibliographique, il y a énormément d'éléments qui abordent cet aspect-là, avec notamment une connectivité verticale des sols en agriculture de conservation qui est très bonne, une connectivité latérale qui est nettement moins bonne, ce qui justifie le fait que le transfert d'eau se fait essentiellement verticalement, alors que dans un système labouré, on a des écoulements latéraux qui sont facilités par le fait du travail du sol. De manière indirecte, si on se place à une échelle plus macroscopique, on peut voir certaines années, là c'est le cas sur cette parcelle-là en 2018, eh bien, on a des patterns de développement de culture selon des rayures qui correspondent en fait à l'emplacement des drains. Donc, à l'endroit où il y a des drains, on a un développement de culture qui est largement favorisé. Dans l'interdrain, dans une partie où la saturation en eau peut remonter plus près de la surface, au contraire, on a une limitation du développement des cultures pour une année comme 2018 où on a eu des cumuls de pluie importants, alors qu'on ne retrouve pas ce genre de pattern sur des parcelles qui sont conventionnelles. En 2019, où on a eu un contexte climatique différent, ces patterns un petit peu, ces rayures qui pourraient traduire des phénomènes d'anoxie par mauvais écoulement latéral ne sont pas reproduits. On retrouve ça aussi sur les boulbènes là, dans le Gers, voilà, avec des patterns de développement rayurés qui apparaissent. Voilà, et des zones hydromorphes qui limitent le développement des cultures sur des zones entières qui sont interconnectées et qu'on a pu documenter notamment avec des piézos. Donc les piézos, ils sont localisés au niveau des triangles. Là. Voilà. Et donc on peut suivre le niveau piézométrique, le niveau de nappe au niveau de ce piézo, et s'apercevoir que notamment pour 2020, c'était le cas aussi en 2018, on a des remontées de nappe jusqu'à 5-10 cm de la surface, qui peuvent amener de l'anoxie racinaire, en tout cas sur des périodes de plusieurs jours. Donc, si on reprend ces différents éléments en agriculture de conservation, un transfert vertical qui se fait bien, un transfert horizontal qui est limité par la mauvaise connectivité latérale,
Et le fait que l'écoulement se fasse essentiellement de manière verticale, ça va amener une recharge de nappe, d'autant plus, qui peut être pénalisante lorsqu'on a un horizon textural qui empêche l'eau d'aller plus profond, ce qui peut amener des phénomènes d'anoxie, et ce qui peut être au contraire favorisant lorsque bien, on a une nappe qui est suffisamment profonde et que les plantes sont capables d'aller chercher de l'eau par remontée capillaire. Donc en termes de circulation d'eau, là j'ai parlé de transferts latéraux, on a également des transferts verticaux mais qu'on a pu documenter à travers des suivis d'humidité. Là j'ai pris l'exemple de la pluie la plus forte qui était observée, c'était en août 2017, 66 mm de pluie en l'espace d'une heure et demie, avec l'observation des variations d'humidité sur chaque tranche de sol tous les 10 cm jusqu'à 60 cm. Et si on fait le cumul de l'évolution d'humidité, en fait, on se rend compte que la parcelle en agriculture de conservation présente une augmentation d'humidité de l'ordre de 26 mm. Donc, c'est une variation de stock maximale de 26 mm. Sur la parcelle labourée de 34 mm, ça veut dire qu'on a une différence qu'on a du mal à interpréter. C'est soit du ruissellement qu'on n'a pas mesuré, c'est soit un écoulement direct vers le drain, qui n'a pas été documenté non plus, qui est super important. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment cette eau qui arrive au sol se redistribue entre le ruissellement, l'infiltration, la recharge de la porosité du sol et l'écoulement vers un drain. Si on regarde tranche par tranche la manière dont l'eau se redistribue dans le sol, et qu'on compare à l'agriculture de conservation et les parcelles labourées, on se rend compte que les modalités, en tout cas les proportions de distribution sont très différentes. Donc, sur les 26 mm que je mentionnais tout à l'heure, l'essentiel va se redistribuer dans les 20 premiers centimètres, alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus homogène sur les parcelles labourées. Donc là, vous avez un exemple pour les 10 premiers centimètres, comment finalement l'eau se redistribue dans le temps sur cette tranche de sol. Donc, a priori, sur des parcelles labourées, comme on a une meilleure connectivité latérale, finalement, on va avoir une mise en charge des connexions latérales qui vont permettre de redistribuer l'eau dans tout le profil, ce qui permet d'avoir une redistribution beaucoup plus homogène, alors qu'en système en agriculture de conservation, l'écoulement se fait essentiellement verticalement, et pour autant, bien, le transfert ne se fait pas jusqu'aux horizons les plus profonds, ce qui questionne un petit peu sur l'origine de ce décalage. Alors, une manière de l'appréhender, c'est de compléter le schéma conceptuel qui n'est pas complètement satisfaisant, en considérant, et ça c'est bien documenté, qu'on a des macropores qui ne couvrent pas tout le profil de sol, qui peuvent se saturer rapidement, dans ce qui est indiqué ici sur la partie droite du diapo, et amener donc du ruissellement assez précoce par saturation de ces macropores qui n'occupent pas un volume extraordinaire et qui peuvent ne pas être connectés avec la profondeur. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, c'est la fraction solide. Donc, c'est voir un petit peu comment le transfert se fait depuis ces macropores vers la fraction solide et quelles conséquences ça a sur la stabilité des sols et sur la stabilité des propriétés hydrodynamiques. Donc là, je vais illustrer par une vidéo. Donc, à gauche, on a des agrégats qui correspondent à la conservation. À droite, la parcelle témoin. Donc, les agrégats, on les immerge subitement avec de l'eau et on voit un petit peu, donc ça reste très basique et comme manip, on voit un petit peu l'évolution de ces agrégats et on se rend compte que là, on a du slacking, c'est-à-dire on a un éclatement des agrégats lié au fait que l'eau pénètre très vite dans le domaine poral et chasse l'air, et en chassant l'air très brutalement, bien, ça fait éclater l'agrégat. On peut aborder les choses de manière plus scientifique, plus précise avec des tests normalisés. Et puis là, c'est le test Le Bissonnet. Et on retrouve ça de manière quantifiée, c'est-à-dire une meilleure stabilité structurale énorme, avec des différences qui sont phénoménales sur deux parcelles contiguës entre l'agriculture de conservation et la parcelle témoin. Donc, les déterminants, on les connaît, c'est essentiellement des déterminants biotiques, les exudats racinaires, c'est les produits, donc les exopolymères produits par les bactéries, éventuellement également les exopolymères produits par les mycorhizes, qui vont contribuer, qui vont servir un petit peu d'agent liant entre les argiles, et donc améliorer la structure, mais également augmenter l'hydrophobicité, c'est-à-dire qui vont limiter la capacité qu'auront ces agrégats à laisser l'eau pénétrer à l'intérieur de leur domaine poral.
Donc, l'augmentation de cette hydrophobicité, elle a, un impact très fort sur la sensibilité à l'érosion, puisque vous allez avoir une érodibilité qui va être augmentée d'un facteur 50 entre une parcelle labourée et une parcelle en agriculture de conservation. Donc, on a fait des tests, dont je ne présente pas les résultats, des tests d'érosion, tests de ruissellement en conditions contrôlées, et les niveaux de charge solide étaient de l'ordre de 15-20 grammes par litre sur la parcelle labourée et de l'ordre de 500 mg par litre sur la parcelle en agriculture de conservation. Donc, c'est qui correspond finalement à l'hydrophobicité de ces agrégats qui ont une meilleure stabilité structurelle. Donc, pour conclure, en termes de progrès de connaissances, la première chose qu'il faut noter, c'est en agriculture de conservation une meilleure connectivité entre les macropores. Quand bien même on a des macropores qui occupent un volume moins important, on a une meilleure circulation de l'eau. Deuxième point, c'est une moindre sensibilité à l'érosion. Dans le cas de parcelles labourées, notamment sur des sols limoneux, évidemment, on a la formation de croûtes de battance qui vont réduire de manière très spectaculaire la perméabilité hydraulique. Troisième point, c'est la possibilité qu'il y ait du ruissellement qui se forme en grande quantité par le fait que le domaine macroporal occupe un volume relativement faible et qui ne sont pas forcément connectés avec la profondeur, donc ça peut générer du ruissellement. Quatrièmement, c'est la potentialité d'avoir de l'anoxie racinaire par manque de connectivité entre les macropores ou de l'anoxie racinaire par des remontées de nappes liées au fait que la recharge se fait de manière favorisée en agriculture de conservation. Et puis, le dernier point, c'est donc les remontées de nappes, ça contribue à l'anoxie racinaire. Et puis, le dernier point, c'est l'hydrophobicité de la phase solide qui va réduire la sensibilité des sols à l'érosion, ce qui contribue, en même temps que la protection des sols par les couverts intermédiaires. Donc, les levées d'action, je ne vais pas les décrire parce que je pense que je vais exploser les temps. Je préfère aller sur le dernier point, à savoir quels sont les points qui restent à documenter, sur lesquels il faut focaliser des aspects recherche, notamment sur le sud-ouest de la France pour lesquels on a peu d'éléments. Donc, si on reprend les 4 fonctions écologiques du sol, et notamment la maintenance de la structure du sol, une question qu'on se pose, puisque ça reste vraiment un point à explorer, quelle est l'incidence de cette structure du sol sur l'anoxie racinaire, et notamment est-ce que le fait que les sols ne soient pas, la porosité du sol ne soit pas régénérée d'une manière optimale par les végétaux, est-ce que ça peut générer une anoxie racinaire et est-ce que ça a un impact sur la production agronomique? Un deuxième point qui est un petit peu à l'interface entre les nutriments et la structure du sol, c'est les flux de N2O. Donc, on peut se poser la question, lorsqu'on a des sols qui sont tassés naturellement avec des niveaux de saturation élevés durablement et avec des apports de nitrates importants, on sait par ailleurs que ça augmente les flux de N2O. Est-ce que c'est le cas dans le contexte des parcelles du sud-ouest de la France? On n'a pas mesuré et il faudra le faire. Troisième point, c'est la capacité qu'ont les racines à explorer des volumes profonds, quand bien même les sols ont des niveaux des caractéristiques mécaniques qui, a priori, ne les prédisposent pas à ce que les racines aillent chercher de l'eau. Et pour autant, il semblerait que ce soit le cas. Quatrième point, ce serait de comprendre et d'essayer peut-être d'apporter des solutions biotechnologiques à la possibilité d'améliorer la structure des sols par l'activité biologique. Et le cinquième point, qui est à l'interface entre le carbone et la structure du sol, ce serait de pouvoir prédire le potentiel de stockage du carbone dans les sols selon le niveau de structuration du sol et selon la quantité de carbone que le système aura été capable de restituer au sol. Donc, on a l'interface entre la structure du sol qui est améliorée, du carbone qui est restitué au sol sous différentes formes, des rhizodépositions, sous forme de racines profondes. Et est-ce que, en fonction des types de sols, la question se pose du potentiel de stockage du carbone dans ces différents sols. Voilà, je terminerai là-dessus. Écoutez, je reste à l'écoute de vos questions. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Vincent.
Merci beaucoup, Vincent. Avant de passer aux questions qu'on a dans le chat, je vais en poser une. Donc, je pense que l'exposé dense ouvre des perspectives intéressantes par rapport au débat, et notamment sur la question des outils pédologie, bon, et dans quelle mesure ils sont adaptés en fait à une évolution des systèmes de culture. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui vont porter sur ces aspects-là. Moi, je vais en poser une en tant qu'agronome des systèmes. Donc, l'exposé a beaucoup focalisé sur labour et agriculture de conservation, alors que l'objectif, bon, enfin, alors que l'enjeu était plus large que ça, donc il ne s'agit pas de revenir sur les autres systèmes. Néanmoins, parce que nous, ce qui va nous intéresser, notamment dans le cadre du débat, c'est l'interaction entre le sol et puis la façon dont il est travaillé, et puis les systèmes qui sont implantés. Donc, l'agriculture de conservation, c'est non-travail et couverture. Mais qu'en est-il de l'effet par rapport à toutes ces implications, ces différents? Quel est l'effet du système de culture qui était dans chacun des sites? Là, ce n'était pas explicitement présenté. Est-ce que finalement, les conclusions, c'est très fortement déterminé par labour, non-labour, dans toutes ces conclusions? Ou est-ce qu'il y a quand même des effets liés aux cultures qui étaient par-dessus? Ça, c'est première question. Donc, c'est le niveau de généricité, finalement, des conclusions qui sont tirées. On ne va pas ouvrir la question de l'agroforesterie et des rotations. Ça nous intéresse aussi beaucoup par ailleurs, mais je pense que ça nous amènerait trop loin. Et puis, alors, la question, ce que je n'ai pas bien vu, c'est la durée, la dynamique, parce qu'en fait, les parcelles, depuis quand elles étaient en agriculture de conservation, est-ce qu'il y a un temps d'inertie avant que, finalement, tous ces résultats s'expriment? Et après, je pense que Jérôme, tu reprendras les questions dans le Q&A, et puis il y en a quelques-unes dans le chat aussi. Voilà. Je vais répondre à la deuxième question parce qu'il est plus facile d'y répondre. Sur la trajectoire de réponse, en quelque sorte, du système, on a choisi de s'appuyer sur des systèmes qui étaient déjà en place depuis au moins 10 ans. Et finalement, ça fait partie des aspects qui n'ont pas été abordés, et on n'a pas de recul sur finalement la mise en place des services qu'on observe au cours du temps, donc sur la trajectoire de réponse du système. Donc, ça fait vraiment partie effectivement des points qui doivent être documentés, renseignés. Et en tout cas, dans ce contexte-là, on n'a pas d'éléments. Sur la généricité des résultats observés, donc, en agroforesterie, on a peu d'éléments. Véritablement, ce qui a été le plus documenté, c'est l'impact du labour ou du non-labour sur les propriétés physiques du sol, sur la physique du sol. Sur l'effet des couverts intermédiaires, ce qu'on peut noter, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas le présenter, mais on a énormément d'éléments là-dessus, notamment lorsque les couverts intermédiaires sont détruits pour implanter la culture d'été. On a des niveaux d'humidité qui sont… en tout cas, on n'a pas de niveau d'humidité qui soit très fortement réduit entre les deux systèmes. Donc, on n'a pas un handicap lié au fait que l'eau était prélevée par les couverts intermédiaires et que ce soit un facteur limitant de développement des cultures sur la période d'été. Et on a quelque chose qui est très connu, mais qu'on a très bien documenté, c'est l'effet des mulches, donc de la couverture de surface, qui fait que sur les 10 premiers centimètres de sol, y compris après un couvert intermédiaire, on a des niveaux d'humidité qui sont généralement bien meilleurs. Voilà, parce que la demande évaporatoire est très largement réduite. On l'a observé avec… voilà, ce qui me fait dire qu'on a quelque chose d'assez robuste, c'est qu'on l'a observé avec les mesures d'humidité, donc à différentes profondeurs, et on l'a mesuré de manière indirecte avec les températures de surface. Voilà. Donc, on a pu mesurer les niveaux de température, et par drone, par des caméras thermiques, voilà, de différentes manières, et aussi avec des thermopuces qu'on a positionnées dans les parcelles. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, on a une surface du sol qui est beaucoup plus chaude en agriculture de conservation, qui est liée aux propriétés thermiques et puis au fait qu'un mulch ne va pas évaporer, donc il va chauffer. Et en dessous, on a un sol qui est plus froid. Voilà. Donc, clairement, on a une limitation très forte de la demande évaporatoire, et on a des niveaux de disponibilité en eau qui sont presque, voire aussi bons
en agriculture de conservation sur des parcelles labourées lorsqu'il s'agit de mettre en place des couverts, lorsqu'il s'agit de mettre en place des couverts d'été. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, on va enchaîner sur les questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Jérôme, on pourra ouais, ça fait le lien avec deux questions. Modalité des parcelles en agriculture de conservation, est-ce que c'était du semis direct, du travail superficiel du sol ou ça dépendait des fois? Ouais, ce qui a été le plus documenté, c'était non-labour, semi-direct versus parcelles labourées. Et on a des parcelles où c'est en septile. Voilà. Okay. Donc, avec travail localisé pour l'implantation de semences. Ça marche. Il y avait une question qui n'est pas tout à fait liée, mais sur le niveau de consommation en eau. Je ne sais pas si ça a été niveau de consommation en eau par les plantes en agriculture de conservation. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que ça a été mesuré ou pas forcément? Oui, c'était mesuré. C'est, en tout cas, sur maïs, je n'ai plus précisément cet exemple en tête. Sur maïs, boulbane, on a semble une meilleure efficience de l'eau parce qu'on a finalement des pertes, une consommation d'eau qui est à peu près un quart inférieure à celle de la parcelle labourée. Ok. Ouais, à peu près un quart. Plutôt à l'évaporation que à qu'il y a moins d'évaporation, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça marche. Et un élément indirect, c'est que quand on fait des vols drones pour mesurer la température des feuilles, en fait, on se rend compte que la température des feuilles elle est 3-4 degrés supérieure en agriculture de conservation que de l'autre, ce qui laisse penser que ça transpire moins. Ok. Alors après, on a des questions qui sont très techniques, qu'on va peut-être garder à la fin sur les fonctions de pédotransfert notamment. Il y a des questions en plus de traduction de données pédologiques en langage agronome. Ouais. Les équations de pédotransfert sont-elles uniquement des ajustements statistiques ou ont-elles un sens physique? En particulier, quelle est la différence entre pH et rétention d'eau? En gros, est-ce que les équations, c'est juste pour représenter quelque chose qu'on observe ou est-ce que physiquement, il y a des explications derrière? Alors, techniquement, c'est un ajustement statistique, effectivement. Et après, quand on regarde de plus près ce que je n'ai pas eu la possibilité de faire, parce que finalement, on utilise toute la gamme des variables. La fonction de pédotransfert, c'était, je suppose, l'évolution du CASAT en fonction de la densité apparente, de la profondeur, voilà, l'équation statistique décalée. Quand on regarde de plus près et qu'on voit quelles sont les variables qui jouent, ça a du sens. Et quand on met sous forme de surface de réponse, ça a vraiment du sens. Maintenant, c'est justement statistique. Voilà. Okay. Et il y avait du coup une autre question qui demandait pourquoi, mais peut-être qu'Isabelle réagira, pourquoi la matière organique ne rentre pas dans les fonctions de transfert. En fait, quand on le traite de manière statistique, ce que j'ai fait, c'est un multimodèle inference, ça va être une méthode multimodèle où on teste une méthode statistique un petit peu robuste qui vise justement à ne pas intégrer toutes les variables a priori, mais à ce que finalement le modèle il soit le plus parcimonieux possible et qu'il intègre uniquement les variables qui comptent. Et la matière organique dans notre échantillon ne ressort pas. Ok. Et il y a une question liée. Est-ce que du coup la nature du sol ressort? La nature du sol ressort, oui. Oui, clairement. Okay. Quand on rentre la texture, effectivement, ça fait partie des variables qui ressortent. Après, la matière ne ressort pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un critère qui était binaire, c'est agriculture de conservation versus labour. En fait, il ressort là, mais il est caché par le fait que c'est système. C'est une comparaison de système. Ouais, d'accord. On peut refaire ce type d'approche en enlevant cette variable-là, AC versus labour, et de manière à voir si la matière organique ressort explicitement. À mon avis, oui. Mais parce que là, tu avais un filtre préalable qui cachait cet effet-là. Exactement, c'est ça. Ok, ça marche. Après, du coup, plus sur les résultats, il y a une question de Yves Coquet. Le phénomène de nappe perchée est-il général à tous les sites étudiés ou seulement sur quelques sites? Non, ça concernait que les livisols, sur les parcelles de bord de rivière avec une texture plutôt limoneuse. Donc, quand il y a au final une couche qui ne permet pas le transfert de l'eau en profondeur. C'est ça, oui, avec un horizon textural. Alors, pour être plus complet, parce que c'est un petit peu caricatural ce que je dis, sur les terrains calcaires, globalement, on n'a pas de nappe perchée.
Par contre, on a des écoulements préférentiels qui se font dans les creux. Ce qu'on observe, c'est que entre aujourd'hui et la situation avant la mise en place au dire des mémoires d'agriculteurs, hein, en fait, on a des zones qui historiquement n'étaient pas humides qui le sont devenues. La perchée qui n'existait pas, enfin, qui finalement sont apparus, certainement par le fait que les écoulements latéraux se font moins bien. Mais sur de l'argilo-calcaire, ça va représenter peut-être 5% de la surface. Mais quoi qu'il en soit, ces 5%-là, c'est peut-être des hotspots d'émissions de N2O ou autre. Okay. Et du coup, un peu en lien, une demande pour expliciter les dimensions associées au schéma structural. Est-ce que ça représente que les premiers centimètres du sol, 0 à 30? Est-ce que c'est valable si on dézoome, c'est pareil, mais avec c'est des fractales? Ça a été raisonné sur la base des observations qu'on a fait d'humidité. En gros, ça correspond à 0,60. Ça correspond à 0,60. Après, c'est une conception personnelle. Hein. Et on voit que quand on éprouve le modèle conceptuel avec la réalité, notamment sur les aspects ruissellement, si on prend le premier schéma que je montre, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut le raffiner. Mais quoi qu'il en soit, dans mon esprit, ça représente le fonctionnement des 60 premiers centimètres de sol qui ont été bien documentés. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de documentation, a-t-on des exemples documentés de refus à l'infiltration des macropores dans d'autres études? Est-ce que ces histoires il y a des macropores mais qui ne sont pas très profonds, est-ce que ça a été documenté ailleurs ou oui, ça a été documenté, on retrouve ça notamment dans le modèle SWAP qui a été développé par des Hollandais, où c'est pris en compte, où de manière statistique, on va attribuer des niveaux de profondeur différenciés, enfin de distribution de profondeur de pores qu'on va caler statistiquement. Est-ce que pour autant ça a été démontré expérimentalement? Est-ce que ça a été documenté par des études de terrain? Moi, je n'en ai pas connaissance. Je sais que c'est rentré dans les modèles. Ok. Alors, du coup, après, peut-être pour finir sur des questions un peu techniques, est-ce que les points des courbes de rétention sont des valeurs uniques ou des valeurs moyennes? Et dans ce dernier cas, quel est l'ordre de grandeur de variabilité? Et pareil, dans les discussions. Ce que j'ai montré, c'est des valeurs moyennes, des courbes colorées. Et la variabilité, effectivement, j'aurais dû mettre des barres d'erreur. En fait, si on prend les répétitions expérimentales pour une parcelle donnée et une période donnée, une saison donnée, si on regarde la variabilité inter-réplica ou inter-bloc, en fait, c'est très faible. Donc, on a quelque chose qui est représentatif et du système, et du site, et de la saison. Par contre, si on va comparer, si on fait la variabilité intersaison, elle est énorme. Oui, c'est ce qu'on montrait, que ça se refermait rapidement. C'est ça. Quand vous comparez les courbes de rétention entre AC et labour, les différences sont-elles significatives, notamment à PF 4.2? Les niveaux de rétention en PF 4.2, oui, on a des différences qui sont énormes. La plupart du temps, c'est du simple au double. Okay. Moi, j'attribue ça à la stabilité structurale et au fait des agrégats avec davantage de micropores. Et alors, j'avoue que je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est possible de la traduire en agronome? La question ou la réponse? Les deux. Le PF 4.2, est-ce qu'on peut rappeler? Ah oui, c'est le point de flétrissement permanent. Ok, c'est sûr. C'est la même. Et donc, ce point de flétrissement permanent, pour donner un ordre de grandeur, on le retrouve... non, je vais dire de bêtises. Je fais la confusion entre le point de flétrissement permanent et l'humidité résiduelle. Voilà, c'est sur l'humidité résiduelle, c'est-à-dire finalement, une fois qu'on a laissé sécher le sol pendant longtemps, on va se retrouver avec des différences qui sont du simple au double. Là, je fais une confusion. Et le niveau d'humidité au point de flétrissement permanent, il est différent, mais il n'est pas si différent que ça, c'est de l'ordre de 2-3%. Par contre, sur l'humidité résiduelle, généralement, en parcelle labourée, je peux donner des ordres de grandeur là, autour de 4-5%. Et en agriculture de conservation, on est plutôt autour de 10-12%. Donc, c'est super significatif. Ça marche. Bon, il reste quelques questions qu'on n'aura pas le temps de traiter. Désolé. Peut-être, Antoine, un petit mot de conclusion pour annoncer les deux prochains webinaires et le débat.
Oui, alors sur les questions qui ne sont pas traitées, on va les enregistrer. Peut-être que Vincent peut y répondre hors du webinaire, là, par mail ou via Jérôme. Je pense que c'est intéressant, les questions qu'on n'a pas pu prendre. Bah, écoutez, d'abord, merci à Vincent. Et donc, comme le disait Jérôme en introduction, nous allons avoir de nouveaux webinaires qui contribuent au débat. Évidemment, c'est plus pour introduire les éléments du débat. Donc, sur la question plutôt du climat, donc qu'est-ce qui nous attend? Changement climatique, la semaine prochaine avec Eric Soquet. Et puis les témoignages du terrain, donc de deux coopératives, avec le ressenti, parce que le changement climatique, il est déjà à l'œuvre depuis plusieurs nombreuses années, suivant les régions. Et c'est de voir comment les acteurs de terrain, donc au travers des coopératives, mais donc ce sont les agriculteurs et leurs partenaires, essayent de s'adapter dès maintenant. Voilà. Et puis, on reprendra tout ça le 17 mars après-midi. Je dirais que le programme est en cours de finalisation et devrait être publié la semaine prochaine pour sa quasi-totalité. Donc, merci encore à Vincent et puis à vous tous pour vos questions. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine et les semaines suivantes. Merci à tous. Bon après-midi. Merci Vincent.